Madame, Monsieur, sur TVC9 ou le site web de TV Témis, vous êtes impliqué dans l'actualité du Témiscamingue. Nous vous souhaitons la plus cordiale des bienvenues en espérant que vous portiez à merveille en cette dernière semaine de février. On garde la forme, le moral suit et un peu de temps doux aussi. Voici nos plus récentes informations. On se permet d'entamer ce bulletin avec un coup d'œil d'abord sur certains éléments de la scène policière régionale, car quel que soit le temps qui passe et où que ce soit, les patrouilleurs de la Sûreté du Québec qui demeurent à l'affût en lien avec vos dossiers afin de faire respecter la loi, les règles. Une femme qui a vu de vieilles affaires lui revenir en plein visage, en pleine réalité, alors justement que la police, après vérification de ses antécédents, il a déniché des mandats d'arrestation. Un passagère dans un véhicule qui a été stoppé, arrêté à Notre-Dame-du-Nord, elle a tenté inutilement, ça n'a pas marché, de dissimuler le cristal meth, médicaments illégaux volés et outils de consommation de drogue qu'elle avait sur elle. Des éléments qui devraient être amenés à la cour criminelle et dignes de mention alors que plusieurs stupéfiants font des ravages dans la rue comme ailleurs. La saisie de 36 000 comprimés de méthamphétamine, j'ai bien dit 36 000, c'est dans des résidences de la 8e rue et de la rue Lemire à Rouyn-Noranda que ça a eu lieu. Un présumé trafiquant issu de la relève, sans doute à 19 ans, va bientôt voir des accusations criminelles joindre son dossier personnel, de l'investissement maintenant carcéral qui devrait surtout profiter au milieu criminalisé. On engage un jeune, ça dure longtemps. Enfin, sur un ton plus léger, il y a 3 agents du poste de Ville-Marie qui ont été confrontés à de jeunes athlètes de l'école Rivière-des-Quinze de Notre-Dame-du-Nord, Pascal Rochefort, Raphaël Étier et le sergent Matthew McBride, les membres de l'équipe Prévention et Police de proximité, qui ont joint un tournoi de tir au poignet fort populaire. On a des images, les faits n'ayant pu nous être révélés pour ne pas identifier des innocents. On ne sait pas si la police a gardé son nom de force de l'ordre. Un nouveau maire, ma foi, fort coopératif, est en poste à Témiscamingue. Monsieur Alain Gauthier est en place depuis quelques semaines déjà. Pourtant, aucun des contribuables de la ville n'a été appelé aux urnes récemment et il semble qu'une infime partie du processus électoral n'ait été enclenchée. Mais quelle est donc cette nouvelle façon de faire, nouvelle méthode amenée par le ministère des Affaires municipales et qui est donc le maire Alain Gauthier? Monsieur Gauthier, c'est rendu facile de devenir maire dans une municipalité au Québec. On est comme au Monopoly, on ramasse une carte, puis on peut-être le 500 pièces avec, puis on passe go. Comment se fait-il que vous avez pu devenir maire de Témiscamingue comme ça euh, aussi facilement? Il y a des gens qui quittent des mairies. On dirait que c'est rendu rare de trouver des gens. Est-ce que c'est à cause de la rareté de la possibilité pour le gouvernement de trouver des élus? Tu sais, on a vu Mme Céline Brindamour qui a quitté après 28 ans. Est-ce que c'est rendu à ce point difficile qu'on donne comment dire, qu'on donne des laissez-passer gratuits à ceux qui veulent devenir, qui veulent gérer des villes? Non, pas du tout. Vous avez tout faux si vous pensez ça. C'est que, premièrement, j'ai 2 réponses pour ça. Premièrement, dans la loi municipale, euh, pendant la 4e année d'un mandat, Mhm. si un maire quitte, le conseil n'est pas obligé de lancer des élections publiques at large, là, comme on dit en anglais, pour éviter qu'il y ait 2 élections la même année. Parce que là, on sait que les élections annuelles dans toutes les municipalités au Québec vont avoir lieu en novembre déjà de cette année. Fait qu'il restait juste 10 mois. Donc, dans la loi, il y a une possibilité que le conseil décide de d'élire un conseiller pour remplacer le maire seulement si c'est dans la dernière année du mandat, ce qui était le cas. Ensuite de ça, c'est quand même une élection, euh, mais à même le conseil. Deuxième élément de réponse, pour dire que non, c'est pas parce que c'est difficile, c'est que à même le conseil, si j'aurais pas accepté, parce qu'on m'a proposé, si j'aurais pas accepté,
quelqu'un d'autre était aussi prêt à le faire. Fait que OK. juste à même le conseil, sur 6, on était au moins 2 qui étaient prêts à faire le remplacement pour 10 mois. Puis on verra la suite. Là, je me poserai la question rendu en avant. Mais non, mais il faut que j'avoue que vous avez raison sur un point avec tous les maires qui démissionnent. Et puis, mais, puis même, même, je dirais, j'avoue, que à Témiscamingue, quand moi j'ai décidé de me présenter en 2021, c'est parce que le conseil et l'administration sortaient d'un environnement assez difficile, presque un environnement toxique. Il y avait même eu une enquête sur la FQM, sur l'environnement de travail. C'est un peu pour ça que je m'étais présenté. C'est mon expertise en entreprise privée de régler ces choses-là comme travailleur autonome, comme conseiller, consultant, coach. Euh, Puis à l'époque, euh, seulement une avait nécessité des élections. 6 positions sur 7, seulement une personne se présentait sur ces sièges. On espère que ça va être différent en qui vient. On pense que c'est différent que c'est notre mission. Le conseil travaille super bien ensemble depuis 3 ans. C'est pas difficile. On travaille bien ensemble. La démocratie est en santé. Pas tout le monde est toujours pour les propositions, mais accepte quand c'est la majorité et on avance. Il y a de la loyauté. Puis même que les 2 personnes qui étaient prêtes à remplacer le maire le faisaient beaucoup par respect pour le maire. Il a donné beaucoup. Et puis, il nous a appris beaucoup. C'était le seul qui avait de l'expérience après l'élection de novembre 2021. On était tous 6 nouveaux conseillers. Il nous a appris à vitesse grand V. Et puis, donc, c'est ça. OK. Ben, c'est le fun parce que, tu sais, je vous posais la question parce que c'est rare qu'on voit ça. Je pense qu'au Québec, quand on appelle ça une élection par coopération. Est-ce que c'est ça? Cooptation. Cooptation. Puis, Cohabitation. cooptation. Coop- Cooptation. Cooptation, d'accord. Puis je pense que la raison, puis tu sais, on jase, là, mais je pense que la raison que c'est rare, c'est que c'est seulement permis dans la 4e année d'un mandat. Mais Mhm. quand un conseil va pas bien, ça doit être difficile de se rendre à la 4e année pour ceux qui lâchent. Ouais, absolument. Mais c'est presque une première au Québec d'entendre parler de ça, là. Ah, honnêtement, j'ai aucune idée. Nous, on a entendu parler que ça se faisait une semaine après que le maire avait annoncé son départ, puis il avait donné 1 mois et demi ou 2 mois d'avis. Il n'a pas fait ça sur un Ouais. coup de tête. Puis notre directeur général nous a sorti tous les règlements qui s'appliquaient. Puis c'est là que notre directeur général était au courant. C'est là que nous, comme nouveaux conseillers, on a appris ça. Évidemment, si aucun des conseillers aurait été intéressé, automatiquement, ça aurait forcé une grosse élection, Mhm. mais Donc, ça n'a pas été le cas. ça veut dire, M. Gauthier, d'abord, félicitations donc pour cette sélection. Puis, J'apprends aussi que moi, je pensais que le ministère des Affaires municipales, avec ses gros sabots, était arrivé chez vous et avait dit, c'est vous le maire, vous avez de l'expérience, let's go jusqu'à la prochaine élection, mais ça s'est pas fait tout à fait comme ça. pas du tout, pas du tout. OK. Le ministère, la commission, je nomme tout ça, personne n'a été impliqué, personne n'a su. C'était tout à l'interne. Un maire qui démissionne, puis des conseillers qui le respectent, puis 2 qui sont intéressés, puis 2 qui sont intéressés, mais malgré ça, proposé pratiquement à l'unanimité. Puis ça, premièrement, je remercie mes collègues, puis c'est un beau sentiment, un beau compliment. On va essayer de ne pas décevoir personne. Excellent. Ben, vous voyez, moi, quand je parle à quelqu'un d'entrevue, je veux que nos téléspectateurs, ce soit clair. Alors, je voulais éclaircir le tout. Maintenant, c'est un poste qui vous intéresse. Vous avez, évidemment, vous ramassez une partie de l'héritage de Monsieur le maire qui a décidé d'aller se reposer un peu puis qui l'a mérité. Euh, Maintenant, vous avez des projets. Qu'est-ce qui se passe de bon à Témiscamingue, là, ces temps-ci, au niveau de la gestion municipale? Priorité. Euh,
la première priorité est une continuité. Comme je disais, on se relevait en 2021 d'un environnement de travail très difficile, voire toxique. Pouvez-vous Fait me qu'on- résumer, Monsieur Gauthier, pouvez-vous me résumer ça, là? C'est quoi qui se passait? Je n'étais pas là en 2021. Là. ben, pour résumer, je vous dirais, sans trop exagérer, que la moitié des administrateurs ou fonctionnaires municipaux, les postes étaient vacants, soit par départ ou congé maladie, puis qu'au conseil, souvent les conseils devaient être cancellés par manque de quorum, les conseillers qui ne se présentaient plus. Mhm. C'était pas beau. Et puis, fait que ça c'est le résumé. Mais on a, en arrivant en poste, la première priorité qu'on s'est donnée, c'était de reconstruire l'équipe. Il nous manquait même un DG. Ça a été de reconstruire l'équipe, mais pour ça, on a fait un sous-comité à ressources humaines et administration qui s'est concentré, qui a travaillé énormément, qui s'est rencontré plusieurs fois par mois. Euh, construire ou reconstruire des descriptions de tâches, des échelles salariales, des politiques d'engagement, améliorer les processus d'entrevue parce que c'était beaucoup trop long et on manquait des candidats. Fait qu'on s'est beaucoup inspiré, moi personnellement, de ce que je faisais des pratiques dans le privé Ouais. pour Parce être que beaucoup plus efficace. vous, Monsieur Gauthier, vous êtes un spécialiste de la gestion des ressources humaines. Là. Vous travaillez encore et vous avez travaillé dans ce domaine-là au niveau des entreprises régionales. Je dirais un spécialiste de la gestion générale. OK. Dont les ressources humaines font partie. Mais j'ai été directeur général dans les multinationales pendant 6-7 ans, puis j'ai été directeur dans ces entreprises-là pendant 15-20 ans. Puis à mon compte, j'ai fait du coaching puis de la formation de gestionnaire d'entreprise, de président, vice-président, directeur dans des entreprises pendant 10 ans. Puis, fait que je pouvais mettre. C'était ma façon de redonner. Honnêtement, j'étais un jeune pré-retraité maintenant, puis c'était une façon de redonner à ma communauté. C'était de donner mon temps. Euh, euh, puis là, il y avait une problématique là, organisationnelle. L'atmosphère est merveilleuse, puis on avance très bien. Sauf que là, on s'est penché depuis un an sur l'efficacité de la gestion financière. On avait un problème des retards dans les réparations d'infrastructures, surtout souterraines, qui nous mettaient à risque de manquer des subventions, puis que ça ait un effet dévastateur sur nos taxes les prochains 20 ans. Fait que là, on est beaucoup dans le redressement, l'amélioration des outils de gestion et de la gestion financière, de la prise de décision, de la gestion du risque. Fait qu'on va continuer ça, c'est la première priorité. Protéger nos acquis. Deuxième priorité, ben, tout le monde sait, il y a eu la fermeture de Ryan qui a fait couler beaucoup d'encre. Je veux quand même rassurer les gens que Témiscamingue est loin d'être morte. On parlait quand même, vous vous rappelez, 275 emplois, mais sur Ouais. 8 ou 900. Fait qu'il y en a 600, 650 qui demeurent. Priorité numéro 2, protéger, sauvegarder ces emplois-là. Protéger, sauvegarder ce qui reste de l'usine. C'est quasiment même une plus grande priorité que de repartir celle qui est arrêtée. Ça va être complexe, ça va prendre du temps. Il y a des pourparlers, on va essayer de reconstruire des ponts avec certains parties prenantes. Les Mais discussions sont toujours en cours ou oui, oui, mais je vous dirais que c'est un peu lent. Fait qu'on va essayer de reconstruire des ponts et d'être un peu plus rapide au niveau des discussions pour pouvoir prendre des prises de décision plus rapides. Est-ce qu'il y a espoir ou non de la repartir? Sinon, est-ce qu'on peut faire d'autres choses avec, etc. C'est un peu long au niveau des discussions. Il y a ouais. beaucoup de parties prenantes très occupées, mais fait que Moi, ça va être. Monsieur Gauthier, est-ce que gérer la ville, gérer les affaires municipales, ça se fait comme ça se fait au niveau des industries, à votre avis? Déjà, je constate, après un peu plus de 3 ans, c'est beaucoup moins différent qu'on a voulu nous le faire croire dans le passé. Il y a beaucoup plus de similitudes. Pas à 100%, évidemment, mais il y a beaucoup plus de similitudes que les mythes ont voulu nous faire croire dans le passé. Puis en tout cas, depuis 3 ans, et un peu plus, là, c'est mon observation. Donc, deuxième priorité, diversification, développement économique. On va d'ailleurs entreprendre
une étude avec l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue sur les potentiels de développement et, et, et comment les Type de difficultés de connexion, services principaux, Samuel. pardon, On a des petites difficultés de connexion, là. Rappelez-moi donc que vous avez ce projet d'étude avec l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue. exactement. C'est une des choses qui nous est rendue disponible, je crois, grâce au financement privé. Donc, on va faire une étude avec les chercheurs de l'université sur les pistes et les avantages comparatifs à développer à Témiscamingue, autant dans l'industriel que dans le touristique, dans le commercial, petite entreprise. Mais je disais que Témiscamingue est loin d'être morte. Oui, c'est 275 emplois sur 800 quelques, mais il en reste 600 quelques. Il faut penser que sur les 275, il y a des gens qui partent à la retraite, il y a des gens qui demeurent à North Bay. Donc, Témiscamingue est encore vivante. Et puis les gens qui viennent leur marque. On a encore des petits commerces qui ont ouvert sa rue principale cet été. Il y a encore un marché, il y a encore de la clientèle. Mais on a quand même une opportunité de développement, de diversification économique. On a une des meilleures eaux pour les procédés industriels au Québec qui ne nécessitent pas de pré-traitement. On a encore un chemin de fer, on a encore des terrains, on a de la main-d'œuvre, on a plein de choses que peu de municipalités ont encore. Mais c'est des avantages, il faut en faire le marketing. Puis c'est ça qu'on on va s'aider avec le projet de recherche. Puis troisième priorité, ça, on débute officiellement. Évidemment, c'est toujours présent, mais on débute vraiment officiellement. Ça va être mettre beaucoup plus d'emphase sur le communautarisme, le vivre ensemble. Euh, on, En reconstruisant notre équipe de gestion, on a engagé une nouvelle directrice sport-loisirs. On a même changé son titre pour sport, loisirs et communautaire. Elle est pleine d'idées. Elle a un background en art, en théâtre, en organisation d'événements. Et puis, ça commence déjà à apparaître. On a plein d'événements. On a même au niveau de la salle de spectacle, on a fait un sondage auprès de la population. Puis c'est avec ça qu'on a défini notre offre de spectacle pour l'année qui vient. C'est pas à 6-7 conseillers ou maires de choisir seul quel spectacle devrait venir à Témiscamingue. Il n'y aura pas juste des activités country, Non, 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 mais c'est sûr que parmi vos conseillers, il n'y a pas juste du monde non, qui aime le non. country, là. Mais faut que j'avoue, mais faut avouer là, après 2 ans que les spectacles ont reparti après COVID, les spectacles country ont quand même la cote. On le voit par la On aime ça, participation. nous autres aussi, le country, hein. Mais, donc, vous montrez que ça bouge. Quel est le nom de cette personne-là que vous venez d'embaucher, là? Melissa Rockburn. Melissa Rockburn, on la salue, puis on lui souhaite la bienvenue. On aura certainement l'occasion de lui parler. Alors là, Monsieur Gauthier, vous me montrez finalement que vous êtes pas seulement en train d'occuper une chaise, là, ça bouge avec votre équipe. Oui, ça bouge absolument. À travers tout ça, on a recruté un nouveau DG en 2021 qui était déjà présent comme directeur du développement économique. Fait un jeune DG hyper dynamique. Notre personne aux finances a de l'expérience. Elle est là depuis 10 ans. Euh, euh, on a vraiment Fait que Monsieur Gauthier, je regarde ça, je vous entends. Dans 9 mois, c'est l'élection, donc vous avez l'intention d'accoucher de quelque chose d'intéressant pour les électeurs, pour les contribuables de chez vous, là. ben, honnêtement, on se dépêche. J'essaie de travailler à vitesse grand V pour en faire le plus possible, mettre des bases les plus solides possibles
dans les 9 mois qui restent pour quelque chose avec des bases solides. La culture organisationnelle, on est tout proche là, de dire c'est béton, c'est périn. Mais quand je dis ça, le plus grand risque, on le sait, en démocratie, on ne sait pas qui va être élu, on ne sait pas quelle expérience ils vont avoir, on ne sait pas quelle personnalité ils vont avoir. On sait qu'il y en a trop souvent qui ont des personnalités un brin plus difficiles, mais c'est ça la démocratie. Mais c'est un des problèmes à la source de tout ce qu'on entend au Québec dans le municipal. Ouais. Comme dans le privé d'ailleurs. Quand je dis que j'aide à redresser des entreprises manufacturières qui sont au bord de la faillite, on le fait seulement en travaillant sur le leadership, la personnalité des gens, puis Ouais. les mauvaises Souvent, habitudes. souvent c'est une question d'attitude, là, autant à Exactement. l'interne qu'à l'externe, là. Exactement. D'accord. Exactement. Et on ne sait même pas, il y a des élections provinciales aussi qui s'en viennent. Ça va être quoi le jeu? Est-ce que les municipalités vont être encore coupées? Est-ce que on va pelleter chez vous des responsabilités qu'on veut plus payer aux provinciales? C'est de l'incertitude, là. Puis on le sait Ça, qu'il y a un monsieur aux cheveux orange aussi là, qui contribue à, ouais. à démantibuler nos affaires. Mais je vais vous avouer qu'on n'a pas besoin de lui pour se faire mal. Des fois, on se fait mal nous-mêmes. Quand vous parlez de pelleter, là, ça en est épouvantable. Le gouvernement se tire dans le pied. Autant il s'arrache les cheveux à essayer de comprendre pourquoi que les élus flanchent et quittent et lâchent. Vous devriez avoir ce qu'on pèle. Vous devriez avoir les rapports à remplir, les redditions de comptes. Là, on se fait pelleter le sauvetage en milieu isolé, le sauvetage nautique. La SQ ne voudra plus s'en occuper. Écoute, des pompiers volontaires, là, puis des élus à 6 000 $ par année de salaire, obligés de gérer des plans de mesure d'urgence, puis des plans de sauvetage en nautique, puis en milieu isolé, etc. Ils s'en pèlent, là. Fait que de plus en plus, ça va prendre des qualités de gestionnaire incroyables pour que les conseils fonctionnent bien. Mais on sait que c'est pas ça la réalité, non? Ouais, et ça va prendre un appui financier pour les supporter, ces gens-là, parce que c'est le fun, c'est merveilleux le bénévolat, ça l'aide à faire plein de choses qui n'existeraient pas, sauf qu'il y a des limites, là. Ben, complètement, complètement. Quand on regarde, on parlait de l'usine, la fermeture de l'usine de Ryan, Mhm. il y a la fermeture, ben là, ça baisse l'évaluation, ça baisse les revenus de taxes. Fait que tu sais, les revenus de taxes et Témiscamingue ont chuté substantiellement là, depuis 2, 3 ans. D'où le besoin encore plus grand de capacité de connaissances de gestion, d'outils de gestion, de prévisibilité sur 20 ans au niveau des investissements en infrastructure, comment on emprunte, les taxes, pour ne pas monter les taxes de 30% non plus. Là. De plus en plus, ça va faire appel à de la haute gestion au niveau municipal. Mais avec le système actuel, c'est pas tout le temps ça qu'on a. Là. Ouais. Et Monsieur Gauthier, pendant ce temps-là, ben, j'aimerais ça savoir ce que vous en pensez. Ryan a mis en chômage quelques centaines de personnes, mais bon, Madame Émilie Lessard-Terrien, dans ses chroniques, le dit. Ryan continue quand même d'empocher des millions de dollars en produisant de l'électricité que nous, on rachète. Qu'est-ce que vous pensez de la situation? Y a-t-il moyen de demander à Ryan de nous donner des revenus là-dessus? Comment vous voyez ça, là? Euh, j'ai une opinion, je ne la partagerai pas toute tout de suite, mais présentement, ce que je m'affaire, c'est de dire aux gens de faire extrêmement attention à faire des commentaires inopinés sans comprendre toute l'histoire et toute la business. Euh, je connais l'usine de fond en comble, j'ai rentré dans chaque trou, chaque réservoir, j'en étais le directeur général. Quand j'ai pris mon premier poste de directeur général en 2005, cette même usine qui est fermée aujourd'hui, elle était encore à Tembec.
quand j'ai pris mon premier rôle de directeur général, c'était pour cette usine-là en 2005 et elle venait de perdre 40 millions cette année-là. Puis on m'avait dit, tu prends ça, mais dans 6 mois, si ça ne fait pas d'argent, on la ferme. En 2012, quand j'ai repris une deuxième fois mon rôle de directeur général à la demande de l'entreprise, cette usine-là, en 2012, là, perdait 12 à 18 millions. Et on m'a dit, ton mandat, c'est de remonter la productivité puis les performances financières parce qu'on va faire faillite, là. Donc, c'est pas nouveau, les difficultés. Le marché dans lequel elle opérait, extrêmement difficile, extrêmement compétitif. Puis quand je lis que justement, Mme Therrien dit qu'ils ont fermé l'usine payante, impossible. Impossible. Des fois, les commentaires inopinés, puis il y en a beaucoup sur Facebook, peuvent nuire au dossier. Ryan, c'est aussi des êtres humains. Puis ils ont une business à opérer. Les structures de coûts, les comparatifs de coûts, dans quel quartile on est par rapport à la compétition mondiale. Si nos pâtes sont 25% plus chères, on ne les vendra pas, là. Je la connais, la business. Puis c'est pas toujours aidant, tous les commentaires qu'on lit sur Facebook puis partout. Tu sais, quand on dit que quand on accuse de corporate greed, mais Tembec est venu très proche de fermer cette usine-là 2 fois. Les 2 fois, ils m'ont demandé d'être DG. On a réussi à la sauver, mais du travail incroyable. Puis là, ben, avec les gestionnaires intermédiaires qui prennent leur retraite, ça va devenir encore plus difficile sans des connaissances très pointues de l'usine, des procédés chimiques, des décisions à prendre à chaque jour pour réussir à être compétitif sur le marché mondial. Fait qu'il faut juste, je prétends pas définir la vérité, mais j'en connais un méchant bout. Puis les commentaires inopinés parce qu'on a entendu quelque chose, faut connaître le fin fond de l'histoire. Monsieur Gauthier, je suis content qu'on se soit parlé. On en sait davantage. Parce que là, jusqu'à présent, je pensais on vous avait donné une job facile. Tout ça, je vois que vous y mettez les efforts déjà en partant, puis que les intentions sont là. Et je pense que l'avenir de Témiscamingue semble vous tenir à cœur. Ben oui, absolument. Puis honnêtement, c'est surtout pour redonner. C'est surtout de redonner qui me drive. Je ne suis jamais quelqu'un qui a eu beaucoup d'attaches. Tu sais, l'avenir de Témiscamingue, ben oui, mais c'est pour redonner. Pour plein de monde, l'avenir de Témiscamingue est important. Puis juste ça, pour moi, c'est suffisant pour mettre l'épaule à la roue. Il y a beaucoup de gens comme ça au Témiscamingue, je remarque, là, parce que moi, j'arrive de l'Abitibi, puis je m'implique dans un organisme du Témiscamingue qui mérite de vivre et surtout qui doit être supporté par les gens du Témiscamingue. Alors, c'est important de s'y mettre, mais je vois qu'il y a beaucoup de gens qui, comme ça, ont réussi leur vie familiale ou personnelle dans cette partie de la région qui sont reconnaissants envers le Témiscamingue. Ça, c'est tout en leur honneur, hein? Oui, c'est vrai ce que vous dites. Oui, en le nommant comme ça, je le remarque aussi. Oui, c'est vrai. Ben, M. Gauthier, on se reparle bientôt. Vous n'hésitez pas à communiquer avec TV Témis quand vous avez des choses à promouvoir. On n'est pas pire pour collaborer avec la communauté. Oui, puis je vais le dire des mots que j'utilise quand je parle avec mon DG. On a la même ambition, c'est de remettre Témiscamingue sur la map. Ben, on travaille ensemble. Merci, M. Gauthier. À bientôt. Parfait. Bye bye. C'est le mois de l'histoire des Noirs, un événement souligné notamment par un match de soccer interculturel présenté par le Carrefour Jeunesse Emploi du Témiscamingue dimanche le 23 février. L'activité avait lieu à l'école Marcel Raymond de Lorrainville. L'organisation qui a rendu hommage aux réussites inspirantes de l'immigration témiscamienne en saluant Étienne Arnaud du Cameroun, chef cuisinier du motel Louise de Ville-Marie, Medoune Niang du Sénégal, coordonnateur
coordonnateur des musées de Guérin et de la Maison du Frère Moffett, et Conan Aniel Brou, journaliste et directeur général de la radio de CKVM. Les citoyens présents, en plus de sympathiser, de souhaiter la bienvenue à nos nouveaux arrivants, ont pu apprécier un défilé d'habits traditionnels africains et goûter la version québécoise des beignets camerounais au sirop d'érable. Céline Girard, pendant les cérémonies de remise d'hommage dans le cadre de l'histoire de l'histoire des Noirs, on a dit de vous que vous étiez la maman de nombreux de ces personnes venues d'ailleurs vivre au Témis. Comment vous vous sentez vis-à-vis de tous ces gens-là? Bien, quand une personne qui vient d'Afrique dit ça, c'est par respect. Donc, et non pas maman au sens propre, mais par respect pour la personne qui nous accueille. Et la communauté africaine est très, très reconnaissante de la communauté témiscamienne qui les a accueillis. Et je suis très honorée d'en faire partie. Il y a des gens qui sont dans le milieu hospitalier, mais dans ce milieu hospitalier-là, il y a des familles qui se sont joints à leur papa, à leur maman, à leur mari conjoint. Ça nous fait toute une communauté là, depuis quelques années. Oui, en fait, on compte 14 pays d'Afrique au Témiscamingue. C'est vraiment nombreux. Également, il y a, ce que j'aimerais souligner, c'est le courage de ces gens qui sont recrutés justement pour le travail et que par la suite, les familles les accompagnent. L'installation, l'adaptation, l'intégration, vraiment, et sans compter l'adaptation aussi au niveau du travail, les évaluations qu'ils ont à faire. Donc, chapeau, beaucoup de courage que ces gens-là manifestent. Pourquoi le Carrefour Jeunesse Emploi du Témiscamingue s'occupe de... c'est l'organisation de la jeunesse. Pourquoi que c'est le CJET qui s'en occupe? Oui, en fait, c'est vrai que le CJET représente la jeunesse, c'est 35 ans et moins, mais également, il y a un secteur projet multiculturel. Et nous, on s'occupe d'accueillir les gens, justement, issus d'immigration, de voir à l'adaptation, à l'intégration, de les accompagner tout au long de leur parcours migratoire également. Donc, le Carrefour Jeunesse Emploi est là pour les accueillir. Une activité comme ce soir, justement, une activité interculturelle qui réunit les gens du Témiscamingue et la communauté immigrante est un bon exemple de ce qu'on fait ensemble pour le vivre ensemble. C'est un bon travail. Vous considérez que vous faites un bon travail pour ces gens-là et vous contribuez à leur bonheur, à leur bien-être? C'est ce qu'on entend beaucoup de leur part. Je pense que vous pouvez voir leur enthousiasme ce soir qui en témoigne, mais ça fait toujours un grand plaisir de les accueillir puis de les accompagner. Est-ce que, il y a eu un moment donné, au niveau politique, là, les cours de français qui étaient moins possibles, là, ça s'est rétabli. Est-ce que au pays, au Québec, on fait bien le travail d'accueil pour les gens, nos immigrants, autant pour la région de l'Abitibi-Témiscamingue que pour le Québec? Le travail est bien fait, selon vous? Bien, en fait, nous, comme organisme, notre travail, c'est de les accompagner dans un parcours qui peut être chaotique aussi. Donc, au niveau de l'immigration, nous, c'est de les accompagner dans le parcours. S'il arrive quelque chose au niveau de la francisation, s'il y a plus de difficultés dans un secteur qu'un autre, nous, on est là pour les accompagner. Vous aimez ce travail-là, ça paraît? Passionné. Parce que je suis avec des gens passionnants. Et c'est très enrichissant d'en connaître toujours plus sur leur culture. C'est l'avenir de notre région un peu, hein? C'est ce qu'on dit, effectivement, parce qu'ils viennent enrichir leur rapport, leur implication. Les personnes qu'on a soulignées ce soir, c'est dans ce sens. Félicitations. On sent l'enthousiasme du travail que vous faites. Merci, merci. Tu as été des personnalités honorées dans le cadre du mois de l'histoire des Noirs. Comment tu ressens ça? C'est un nouvel accueil? Avec beaucoup de fierté pour l'accueil que nous avons reçu ici au niveau du Témiscamingue, mais aussi la communauté africaine qui est vraiment une communauté vibrante
Et je suis très content de tout ça. Et puis aussi, on a mis en place un club, le club de Scrabble du Témiscamingue. Et ça aussi, ça nous a valu donc d'être honorés aujourd'hui. Oui, c'est un club de Scrabble témiscamien, mais qui est associé à une association de tout le Québec. Oui, en fait, c'est un club, ça s'appelle le Témis Scrabble. C'est un club qui est membre donc, de la Fédération québécoise des clubs de Scrabble francophones. Donc ça, c'est une fierté, c'est la première. Donc avant, le club le plus proche, c'était au niveau de Rouyn-Noranda. L'accueil des immigrants, qu'ils soient d'Afrique ou d'ailleurs, ça donne envie de demander à d'autres collègues, parents, amis de venir vivre ici? Oui, parce qu'en fait, on a un accueil excellent ici. Les gens sont accueillants, sont très chaleureux. Et puis, ils veulent connaître ce que les autres qui viennent, comment ils vivaient. Donc, ils sont très curieux de tout ça. Et ça nous permet d'avoir vraiment une communauté très intéressante ici. Donc, vivre au Témiscamingue, vraiment, c'est un coin que moi, personnellement, pour les parents, pour les gens qui veulent venir habiter au Canada, je pense que c'est le coin où il faut venir. C'est là où on vit. Exactement, comme le dit le slogan. Merci. Merci à toi. Comment on se sent? On dirait que maintenant, tu es l'abonné du fan club de l'histoire du mois des Noirs. En vrai dit oui, je me sens super bien. C'est une belle récompense et surtout une reconnaissance, je veux dire, à l'endroit de tous ces afro-descendants qui s'impliquent au Québec et principalement au Témiscamingue. Et pour nous qui sommes arrivés il n'y a pas longtemps et voir cette reconnaissance-là de cette belle région, on ne peut qu'être fiers, très fiers. Vous sentez que l'intégration est faite avec cette remise de certificats? Pour moi, l'intégration est faite depuis longtemps, qu'il y ait certificat ou pas. On a rencontré des gens qui sont chaleureux et accueillants. Ça faisait partie vraiment des signes et des symboles qui nous ont certainement poussés à rester. Voir qu'il y avait des personnes qui avaient le cœur, qui avaient l'amour, qui partageaient cet amour-là et qui étaient prêts à collaborer et surtout dans le vivre ensemble, peu importe nos origines. C'était ça le message le plus fort qu'on a ressenti dans nos premiers instants ici, sur cette terre d'accueil. Et puis finalement, ça vient couronner le tout, je dirais. Vous sentez aimé, apprécié, bien intégré dans cette culture québécoise, canadienne? Moi, je suis témiscamien. Là, je suis témiscamien. Je dirais, au-delà du fait d'être au Québec, je suis témiscamien parce que j'ai rencontré des personnes qui avaient le cœur, qui partageaient le même langage que moi. Et pour moi, c'est correct et c'est parfait. On continue, puis on en accueille d'autres bientôt. C'est cela. On espère les voir et qu'on soit encore davantage nombreux ici pour enrichir la diversité culturelle du Témis. Merci. Est-ce que c'est toi qui es cuisinier au Motel Louise? Oui, c'est moi le chef cuisinier du Motel Louise, oui. Est-ce qu'on mange des mets originaires de ton pays ou tu fais de la poutine québécoise comme les gens la mangent ici? Donc déjà, ici, je me suis accommodé au type québécois. Je me suis intégré très rapidement et j'essaie, pas peu que mal, de mixer entre la cuisine américaine, européenne, un peu d'africain. En tout cas, tous ceux qui viennent au Louise trouvent leur compte et chacun rentre toujours avec le sourire aux lèvres. Ils sont ouverts à ta cuisine autant qu'ils sont ouverts à tes origines? Bien sûr. Déjà que ce sont les œuvres qui parlent aujourd'hui. Ce sont les œuvres qui parlent d'eux-mêmes. Chaque client qui vient aujourd'hui, qui mange au dîner, pas toujours satisfait. Il demande toujours, mais qui a fait ces repas? Vraiment, vous avez fait du bon recrutement, ça se passe bien. Tous ceux qui sont au Louise apprécient surtout les desserts. Ils sont très satisfaits. Vous pouvez vérifier. Et toi, ta vie au pays, comment ça se passe? Tu as eu cet accueil-là. On te remet un document honorifique pour l'histoire des Noirs. Comment, dans ton cœur, ça fait ça? C'est une joie très émouvante pour moi. Parce que, de par mon intégration, ces prix aujourd'hui, c'est justement parce que je me suis intégré sans discrimination et l'accueil était chaleureux. Et avec ce qu'on m'a remis comme prix aujourd'hui, ces prix des meilleurs cuisiniers et tout, je promets d'aller encore, de faire plus d'efforts, de rendre les efforts plus utiles, de me mettre plus au service du Témiscamingue, du Québec, du Canada tout entier,
surtout à remonter la pente du motel Louis, à les rendre plus en haut, et surtout le Témiscamingue, à œuvrer que vraiment l'interculturel puisse régner davantage. Ben merci, on a besoin de vous dans cette région du pays et on est fiers que vous soyez là. Ah, merci, nous aussi nous sommes fiers d'être parmi vous et on espère que la cohabitation sera encore plus meilleure. Excellent. Merci. Les paniers biologiques de la ferme Nord-Vie vont apparaître cet été, vous les verrez, et avec une plus-value la saison qui vient. Les légumes de l'Abitibi vont joindre des fruits cultivés au Témiscamingue que vous connaissez déjà. Une collaboration qui, essayée dans les derniers mois de la dernière année, va s'officialiser pour les clients qui vont s'inscrire pour cet été. Nous nous sommes déplacés au chemin des 2 et 3e rangs et avons rejoint Madame Madeleine Olivier à Saint-Bruno-Guigues. Madeleine, on connaît la ferme Nord-Vie depuis 4 décennies déjà. Moi, ça me vieillit, ça n'a pas d'allure. Mais bientôt, on va découvrir du nouveau à la ferme Nord-Vie. Et ça vous plaît énormément d'en parler. Oui, bien en fait, nous, on est surtout connus pour notre autocueillette de fraises, pour nos présences en marché public avec nos fruits, nos légumes bio. Mais cette année, pour la première fois, on va faire une offre de panier bio, donc d'abonnement hebdomadaire. Là, dans le fond, à chaque semaine, les familles vont recevoir des paniers de légumes bio. C'est une courte période qui va être du 11 juillet au 29 août et les abonnements se font maintenant. Puis c'est un projet qui est fait en collaboration avec la ferme Les Jardins Tomates et Camomilles, qui est à Montbéliard, qui est spécialisée dans la production de paniers biologiques. Puis dans le fond, ça va être un travail en équipe avec eux. Donc, ils vont fournir une partie des légumes que nous, on cultive pas ou à peine. Puis nous, ben, on va fournir la balance avec nos produits de spécialité. Donc, c'est une collaboration qu'on avait déjà depuis longtemps avec les Jardins Tomates et Camomilles, mais dans l'autre sens, que nous, on leur fournissait des produits pour leur panier. Puis là, ben, en fait, on va être un point de dépôt ici à Saint-Bruno-de-Guigues pour leur panier. Alors, les fruits et légumes de Montbéliard, dans un quartier de Rouyn-Noranda, vont se montrer à fraises au Témis. Oui, ça ressemble à ça. Ça ressemble à ça. Puis, dans le fond, nous, tout ça, ben, c'est un exercice, en fait, pour valoriser un petit peu plus les ventes à la ferme parce que notre horaire est déjà plein en marché public. Je fais déjà 4 marchés publics par semaine. Puis, il faut se garder des temps pour cueillir, pour nettoyer les légumes. Donc, on avait un potentiel d'offrir des services de plus, mais seulement à la ferme. Pour limiter les déplacements, en fait. Donc, cette offre-là de panier, ben, c'est quelque chose qui s'emboîte bien dans notre horaire. Puis, à toutes les semaines, on croisait déjà les Jardins Tomates et Camomilles dans nos déplacements vers les marchés abitibiens. Donc, c'est facile pour nous d'échanger des produits avec eux quand on passe vers les marchés parce qu'on passe devant leur ferme. Donc, on va ramener leur panier. Puis un panier, ben, ça ressemble à quoi? Bien, c'est en moyenne 8 items différents. D'une valeur moyenne totale de 36 $. Donc, le client, à chaque semaine, va recevoir un panier qui a des produits de tomates et camomilles puis des produits de notre ferme. Donc, puis un abonnement, bien, pourquoi est-ce qu'on fait ça? Un abonnement à des paniers bio, c'est que ça permet aux producteurs maraîchers de planifier leur saison un petit peu mieux. On connaît déjà la demande pour ces paniers-là, donc combien on a de familles à nourrir. Puis, ça va être quand les dates de livraison. Puis, bien, il y a une partie de l'argent qui rentre en hiver au moment où est-ce qu'on a besoin d'acheter les semences. Fait que pour nous, bien, ça diminue les risques. Puis, ça nous permet de se planifier un peu plus. Donc, c'est une mise en marché qui est très différente des marchés publics où est-ce qu'on se dit, OK, il faut tout produire en espérant qu'il ne pleuve pas le jour de marché et puis qu'il y ait des clients. Il faut emmener ça sur l'étal. Il faut emmener ça sur l'étal. Donc, c'est sûr que nous, ça demeure quand même notre créneau principal de vente, mais on voulait vraiment valoriser la vente des produits à la ferme. Puis d'ailleurs, bien, cette année, on a rajouté la boutique libre-service qui est ouverte 7 jours sur 7 de 8 à 20 heures. Donc, elle est toujours ouverte. Puis,
on est en train de planifier notre régie de culture pour être capable de l'alimenter en produits frais le plus longtemps possible. Donc, cette année, c'était comme un essai improvisé, mais là, on est en train de planifier nos cultures pour, exemple, avoir plus de cultures de conservation qu'on peut continuer à vendre pendant l'hiver, pour avoir des cultures plus tôt au printemps dans la serre. Là, dans 2 semaines, on parle de chauffage en serre, donc on va commencer des cultures à très petite échelle juste pour alimenter ce point de vente-là ici, dans le fond de notre rang à Saint-Bruno-de-Guigue. Donc, c'est une autre façon de nourrir la population, mais dans le fond de notre rang, donc pour les voisins. Et Madeleine, qu'est-ce qui va être du fruit et légumes de la ferme Nord-Vie, puis qu'est-ce qui va être de tomates et camomilles? Bien, en fait, tomates et camomilles, à la base, c'est vraiment des très bons producteurs en serre, ce que nous, on n'est pas. Nous, on a une toute petite serre pour démarrer des transplants en champ. Donc, tomates, concombres, les laitues, toutes les aubergines, toutes les cultures qui viennent des serres, ça va être tomates et camomilles. Ils sont certifiés biologiques, ils font des très beaux produits. Puis, nous, dans le fond, on va fournir plus les produits de spécialité. Donc, on espère nécessairement commencer en force avec notre fraise. On est dans les légumes, on fait vraiment beaucoup de petites fèves jaunes, de carottes, des betteraves. On a de l'ail, on a... écoutez, là, il y a plein de petites cultures en plus ou moins grande quantité, là, donc soit des radis, dans la famille des choux, il y a des pak choy, il y a des choses comme ça. Donc, mais il y a plusieurs cultures qui vont chevaucher un petit peu celle de tomates et camomilles. Donc, nous, ensemble, pendant l'été, on va se coordonner entre les 2 fermes. On a chacun nos produits de spécialité qu'on veut absolument mettre dans les paniers. Puis les produits qu'on cultive les 2, ben là, on va se faire un horaire pour pas en même temps arriver chacun avec des bottes de betterave la même semaine ou 2 semaines d'affilée. Donc, on va se coordonner. Puis, l'avantage de faire ça à 2 entreprises, c'est que ça nous donne plus de robustesse. Donc, si jamais j'ai un problème de culture dans mes champs ici avec un insecte qui rentre ou une mauvaise météo, bien, il y a une autre ferme qui produit des cultures complémentaires ou similaires. Donc, on peut plus facilement garantir aux clients qu'il va y avoir une offre diversifiée puis abondante dans ces paniers aussi. En bon français, un merveilleux backup. Un merveilleux backup, puis un travail d'équipe aussi, là, parce que des fois, tu sais, l'avantage qu'on a au Témiscamingue par rapport à Montbéliard, c'est que j'ai souvent 2 semaines d'avance sur les cultures, même si c'est à 45 minutes de route, ça paraît. Donc, moi, j'ai plus de facilité en culture hâtive, mais je fais moins de culture plus tard en saison parce que pour avoir des cultures plus tard en saison, il faudrait que je les sème ou que je les transplante dans le mois de juillet quand on est dans les fraises, qu'on est trop occupé. On n'a pas le temps, nous, de préparer des cultures plus tardives. Donc, l'avantage de faire équipe avec tomates et camomilles, c'est qu'on étale plus facilement les cultures sur l'année. Puis nous, ben, des cultures spécialisées comme la fraise, le framboise, le maïs, c'est pas des cultures qui sont intégrées chez tomates et camomilles. Donc, c'est vraiment plus notre spécialité. Puis c'est des beaux produits d'appel qu'on a hâte de mettre dans vos paniers. Et la clientèle là-bas va être contente d'avoir les produits du Témiscamingue, notamment les fraises, si ça se passe bien. Donc, c'est merveilleux. Et Madeleine Olivier, on voit, vous avez de la jasette. Est-ce que déjà, cette jasette-là fait en sorte que le téléphone sonne puis que les paniers, les réservations rentrent déjà? Oui, bien là, c'est sûr que nous, on offre une petite quantité de paniers à la ferme. On a déjà la moitié de réservés là, en 1 semaine. Donc, il faut pas trop tarder. C'est 30 paniers qu'on vise, donc 30 familles à nourrir pour une première année. Nous, c'est vraiment un essai pour voir si au niveau logistique et gestion de la main-d'œuvre, on est capable de supporter une offre comme celle-là parce qu'on a déjà une semaine pleine. C'est un panier par semaine, hein, je comprends. Oui, c'est ça. Dans le fond, c'est que c'est pendant 8 semaines, comme je disais, du 11 juillet jusqu'au 29 août. Puis, chacune des 30 familles va recevoir un panier par semaine qu'ils vont venir ramasser ici à la ferme. Donc, c'est 30 familles par semaine pendant 8 semaines. Donc, ça prévoit une belle saison, un bel été, une belle collaboration. Et est-ce que ça enlève un peu de poids sur les épaules?
Ben oui, c'est certain. Nous, dans le fond, des paniers, ça fait longtemps qu'on s'en fait demander et qu'on dit non parce que c'est pas notre créneau. Puis on sait qu'on ne cultive pas assez de variétés de légumes pour faire des paniers. Mais les faire en équipe avec une ferme dont c'est la spécialité, donc c'est la mise en marché principale, bien nous, ça nous rassure. C'est une ferme qui a de l'expérience. C'est une ferme avec qui on collabore depuis plusieurs années pour intégrer nos fraises, notre maïs dans leur panier ou d'autres légumes. Donc, on sait déjà qu'on travaille bien en équipe. Donc, c'est sûr que pour nous, c'est très rassurant d'avoir l'expérience de tomates et camomilles pour offrir cette mise en marché de plus qui est différente à la ferme. Donc, on est bien encadré. C'est ça diminue le stress de ne pas être capable de livrer à temps un certain produit parce que c'est ça, les paniers, c'est beaucoup de timing sur une diversité de produits. Faut pas qu'ils arrivent tous la même semaine parce qu'on ne peut pas tous les mettre dans le même panier. Donc, il faut que ça soit bien étalé. Donc, c'est sûr que nous, pour nous, cette collaboration-là était nécessaire pour offrir des paniers à la ferme. Et économiquement, bon, faut en parler, là, 2024 n'a pas nécessairement été facile au niveau de la culture. Donc, économiquement, ça vous aide à relancer pour 2025? Oui, bien, c'est sûr que les 2 dernières années ont quand même été difficiles en vente de proximité, là, avec l'économie qui allait moins bien. Donc, c'est sûr que pour nous, bien, l'avantage des paniers, comme je dis, c'est qu'il y a une première moitié qui est payée à l'inscription. Donc, ça l'aide à avoir des liquidités pour acheter les semences. Donc, ça, c'est parfait. C'est à ce temps-ci, nous, qu'on fait plein de dépenses. Puis, quand les employés arrivent dans le mois d'avril, bien là, les salaires sortent aussi. Donc, c'est d'avoir cette liquidité-là qui rentre au milieu de l'hiver, c'est vraiment nécessaire pour les entreprises agricoles. Donc, c'est une stratégie qui est intéressante puis qu'on est content d'essayer cette année. Et cette nouvelle aventure des paniers biologiques avec tomates et camomilles, est-ce que ça rouvre des petites portes dans le cerveau là, pour amener d'autres projets bientôt? Ben, en fait, on a déjà beaucoup de projets en parallèle. On sait qu'il faut être prudent sur la quantité de nouveaux projets qu'on peut faire en même temps. Donc, nous, c'est un projet que si ça va bien comme essai cette année, bien, probablement que l'an prochain, on ferait plus que 8 semaines parce que 8 semaines, c'est très court. Donc, il y a cette possibilité-là. Peut-être qu'on augmenterait un peu le nombre d'abonnements s'il y a de la demande. Mais c'est sûr que moi, pour cette année, bien, on y va avec prudence, avec une quantité de paniers qu'on sait qu'on est capable de livrer avec qualité. Donc, c'est un premier essai, puis on va voir où est-ce que ça va mener. Et il faut le dire, là, que les gens qui vont voir le site Internet de Norvie, il y a déjà de la plus-value, là. Il y a de la diversité de produits. Et ça, c'est important dans une entreprise, qu'elle soit agricole ou industrielle. Bien, en fait, nous, c'est que ça va avec notre stratégie de vente de proximité. On n'est pas une entreprise agricole ou de transformation agroalimentaire qui a décidé de se spécialiser dans un seul produit en vendant les plus grandes quantités possibles. On est au Témiscamingue, la population est limitée, donc on a préféré y aller avec diversité pour qu'un même client qui est intéressé par nos produits, bien, pourrait être intéressé par 2 ou 3 ou 4 produits plutôt qu'un seul. Donc, ça nécessite beaucoup de connaissances en parallèle, beaucoup de projets en parallèle. Donc, la transformation de jus de fraise, c'est vraiment pas la même chose comme bagage de connaissances et comme équipement que ça prend que pour cultiver de la fraise et la vendre à l'autocueillette. Donc, c'est vraiment 2 univers complètement différents. Puis de multiplier les types de mise en marché, donc que ce soit autocueillette, que ce soit vente en marché, vente dans nos épiceries locales ou vente en panier, c'est toutes des stratégies différentes qui permettent de rejoindre une clientèle différente, mais sur un même territoire. Donc, pour nous, ça, c'est la robustesse de notre mise en marché de proximité. En arrière de vous, on voit des jus de Guizou, là. C'est des jus de la ferme Norvie, ça? Oui, bien, regardez, je vais m'en sortir un. On va mieux le voir. Les Guizous, ça fait pratiquement
15 ans, 20 ans, je ne sais même plus, qu'on en fait. Les guizous, c'est des jus pétillants. On en a à la fraise, on en a à la rhubarbe. On les trouve un petit peu partout au Témiscamingue ou sinon directement à la ferme ici. Donc, pour nous... Ça a déjà des adeptes. Là. Ça a déjà des adeptes. Puis, en fait, le guizou, ben, c'est une façon de valoriser notre fraise qui n'est pas vendue aux frais. Donc, on a absolument besoin de ça dans une mise en marché de proximité, dans un climat nordique. Parce que nous, quand on arrive avec nos fraises sur les étalages, nos fraises de primeur, c'est déjà les ventes des fraises du Québec en épicerie. Donc, on a comme... on a un défi supplémentaire de mise en marché par notre situation géographique. Puis, pour ne rien perdre, ben ça nous prenait de la transformation. Donc, la fraise, on a commencé par la transformer en alcool, après ça en barbotine à la foire gourmande, et maintenant en jus. Puis, on a rajouté les produits déshydratés aussi à la ferme il y a peut-être 5 ans. C'est du stock C'est cultivé ici. de Norvie. Là. C'est du Norvie étampé 100%. Ah, oui. Oh, Oui. Dans le fond, comme tu sais, si je prends par exemple ici ma tisane à la fraise, en fait, on essaie de rien perdre de ce qu'on cultive, comme je disais. Donc, à la première étape, quand on récolte, on nettoie la fraise, on la passe à travers un équipement qui va extraire une espèce de purée crue de fraises. Puis de l'autre côté, bien, il y a la queue, il y a les petites graines des fraises, puis à peu près 18 de la chair rouge de la fraise qui est perdue à cette étape-là avec cet équipement-là. Ça s'en va à la déshydratation, ça fait de la tisane ou des granolas. Puis ensuite, la compote de fraises qu'on a, on va la presser pour séparer le jus qui s'en va en jus ou en alcool. Puis la pulpe concentrée qui est de l'autre côté de la fraise, c'est avec ça qu'on fait la barbotine à la fraise qu'on vend à la foire gourmande ou à la ferme l'été. C'est passionnant. Je suis content d'être venu faire un tour. Je vous le disais avant l'entrevue, en 25 ans de présence en Abitibi-Témiscamingue, c'est la première fois que je mets les pieds ici. Et je suis content, puis je pense que les gens vont être contents de vous découvrir aussi à travers ce nouveau projet avec tomates et camomille. Alors, je vous souhaite une excellente saison, de beaux développements, parce que je sens qu'en arrière de ça, là, que ça va marcher puis que ça va amener d'autres choses. Je sens des projets. Vous pouvez pas m'en parler parce qu'on peut pas vendre l'ours avant de l'avoir tué, mais je sens qu'il y a des belles choses qui s'en viennent. C'est bon pour l'avenir, ce qui s'en vient? Ben j'espère. C'est sûr que, tu sais, nous, on est un acteur qui agit à un niveau extrêmement local. Notre métier, notre passion, c'est de nourrir notre communauté. Donc, puis j'ai toujours dit, c'est un travail d'équipe. Quand on est agriculteur, ben ça nous prend des mangeurs. Donc, je peux pas manger tout ce que je produis. J'aurais beau essayer, j'y passerais la journée. Donc, tout ce que ça prend, ben c'est de continuer à avoir des mangeurs. Puis nous, on va produire avec plaisir ce que vous mangez. On fait la danse du soleil pour que les fraises soient bien gorgées et bonnes au goût, comme à l'habitude. Et évidemment, on vous souhaite un excellent été, une belle collaboration. Il y a même des légumes à découvrir dans les paniers, des choses qu'on n'est peut-être pas habitué de goûter, mais qui vont être bon au palais, là. Oui, ben c'est sûr qu'on vise à avoir du gingembre vers la fin août, là, dans les derniers paniers. Donc ça, c'est une culture qu'on fait depuis à peu près 3 ans, je crois. Le bébé gingembre qui est cultivé ici, là, c'est vraiment une découverte fantastique, là. C'est savoureux. Sur les sushis, là? Oui, une fois mariné, mais sinon frais, râpé dans un petit sauté de légumes ou juste dans une eau chaude pour se faire une petite tisane au gingembre, là, c'est fantastique, là. On va découvrir ça avec plaisir. Merci, Madeleine, de nous avoir parlé. C'est passionnant. J'ai fait des découvertes en quelques 10 minutes. Alors, j'imagine que les citoyens du Témiscamingue, comme de l'Abitibi, qui vont vous approcher dans les prochaines semaines, les prochains mois, ben, vont être très agréablement surpris. Bien, merci. Merci de vous être déplacé dans le fond de mon rang. Ça nous fait plaisir. Se déplacer dans le fond des rangs, c'est ça qu'on fait au Témis. Ben oui, c'est pour ça qu'on l'aime, notre Témis.
On vous entend les encourager et il n'y a pas d'histoire d'hymne national. Vous n'avez pas eu, non? C'est parti pour les séries d'après-saison. Meilleur des succès aux boss Michel Roy et Marc-André Caron et des victoires aux Pirates de Ville-Marie. Surtout les joueurs, merci de mettre les efforts. Surtout le 7e qui a l'habitude de se donner à fond, il paraît, à Ville-Marie. Surtout contre Sainte-Terre. Voilà, nous y sommes. Un autre bulletin livré pour vous sur TV Témis. Merci de vous y être arrêté. Vous avez comme élus, citoyens, femmes d'affaires, hommes d'affaires, sportifs ou industriels, des choses à nous raconter, des histoires à partager. Remplissez ma boîte courriel, ma boîte vocale, communiquez avec journalistes à commercial Témis TV et votre télé communautaire va vous offrir la place qui vous revient nécessaire. Merci de nous supporter. On se retrouve la semaine prochaine.